Bonjour, aujourd'hui je suis fière et aussi très émue de vous présenter Nicolas Von Bourg. Bonjour Nicolas. Bonjour Christine. Nicolas est coach, formateur, conférencier et auteur. Et il a surtout été mon formateur en coaching et PNL il y a quelques années. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, si je tenais absolument à t'interviewer Nicolas, c'est parce que je suis convaincue que tu peux aider ceux qui pourraient avoir envie de vivre de leur passion et qui peuvent ne pas oser se lancer. Voilà, donc je pense, donc toi, je sais que tu étais un fou, un passionné de tennis. Tu veux bien nous raconter? Ouais, avec plaisir. Donc moi je pense dans ma vie, ce qui m'a guidé tout le temps, ça a été ma passion. Donc ma première passion, c'était le football, après le ping-pong, et puis à un moment donné, je me souviens, ma maman en avait marre que je joue au ping-pong dans une salle enfermée, donc elle m'a forcé d'aller faire un cours de tennis. J'avais aucune envie, mais j'y ai été. Et peut-être qu'elle regrette même toujours aujourd'hui, parce qu'après j'étais plus sur les terrains de tennis à jouer que sur les bancs d'école, même si j'ai quand même suivi mon parcours d'écolier normal. Mais effectivement, dans cette passion du tennis, il y avait beaucoup de choses. Il y avait déjà ce plaisir de se dépasser soi-même, et puis il y avait aussi tout ce jeu avec l'autre, quoi. Ce jeu avec l'adversaire, ou avec le partenaire, de voir comment il me permettait d'aller au bout de mes possibilités. Et j'adorais spécialement varier les partenaires. J'aimais jouer avec le plus de gens différents. Je jouais autant avec des vieilles dames qui avaient des petits coups pourris, qu'avec des joueurs très très forts, qu'avec des enfants en simple, en double. Et toi, c'était une époque un petit peu différente aussi. Il y a 25-30 ans, il y avait peut-être moins d'entraînement avec des entraîneurs, donc on apprenait plus de manière autodidacte. Mais du coup, voilà, au centre de ce qui faisait que je prenais mon téléphone ou mon vélo pour aller au tennis, c'était la passion. Ça me faisait vibrer à l'intérieur, quoi. Et de cette passion à jouer, comment tu es arrivé ici aujourd'hui? En fait, j'ai l'impression que ma vie c'était un continuum, parce qu'il y avait cette passion à jouer, et ce que je faisais au tennis comme joueur, finalement, c'est la même chose que je fais aujourd'hui dans mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des gens pour aller au bout de leurs rêves et dépasser des fois les quelques dragons qui peuvent les empêcher d'avancer, les peurs, les croyances limitantes qu'ils ont. Mais quand je jouais au tennis, en fait, c'est comme si j'observais mon adversaire, je faisais une sorte de scan de cet adversaire, je repérais ses dragons intérieurs, et puis on va dire que j'étais très doué mentalement et tactiquement. Plus qu'une technique extraordinaire ou qu'un physique hors norme, c'était vraiment on va dire mon talent de sentir, de ressentir l'atmosphère autour du match, de la compétition, et puis par rapport à ça, de prendre certaines décisions, de mettre en place certains plans de jeu. Et aujourd'hui, dans mon métier, c'est toujours la même chose que je fais, mais plutôt que de vouloir cette fois battre l'adversaire, c'est plutôt que de permettre à mon client de lui-même finalement embrasser ce qui lui fait peur, ce dragon, et puis d'aller au bout de son potentiel, quoi. Donc il y a eu un continuum. D'ailleurs, le tennis, très très jeune, quand j'avais 15-16 ans, on m'a proposé de donner des coups de main comme moniteur, et puis après d'entraîner des jeunes compétiteurs. Et je me souviens que j'avais même 16-17 ans, j'aimais asseoir ces enfants sur le terrain et parler avec eux, leur dire mais qu'est-ce que tu ressens là quand tu joues une balle de match, ou quand il y a une balle de break, ou quand il y a tes parents qui t'observent, qu'est-ce que tu vis à l'intérieur? Et ça, tu l'as eu très tôt? Ça, je l'avais déjà à 16-17 ans. C'était le cœur de mon enseignement, plutôt que d'apprendre des coups droits et des revers, c'était vraiment de travailler tout ce qu'on appelle en anglais le inner game, le jeu intérieur. Et j'aimais transmettre là-dessus, quoi. Donc finalement, ça a été une sorte de continuum. Voilà, c'était assez naturel. C'était complètement naturel. Quand j'ai découvert le coaching et la PNL, j'ai dit waouh, il y a des gens qui font ça dans d'autres domaines que le sport, super. Il y a des gens qui ont fait des modèles, mais c'est exactement ce que je fais sur mon terrain de tennis, quoi. Donc tu as été professeur de tennis aussi? J'ai été professeur de tennis, donc des cours avec des adultes débutants, et puis entraîneur aussi de joueurs professionnels sur le circuit, et de filles, de garçons. Et puis après, j'ai créé une académie de tennis. Mon rêve que j'avais je me souviens je travaillais dans un tennis club quand j'avais 16-17 ans, puis il y avait un petit journal dans le tennis club, un trimestriel, et puis chaque trimestre, on interviewait un moniteur. Et je me souviens qu'à 17 ans, une des questions de l'interview, c'était de quoi tu rêves? Je disais, mon rêve, c'est de créer une académie de tennis avec plein d'entraîneurs, de la musique sur les cordes, et plein de jeunes qui jouent au tennis. Et en fait, 15 ans après, ça s'est réalisé. J'ai créé une académie de tennis, une grosse académie à Genève. On a eu jusqu'à 500 jeunes qui venaient par semaine s'entraîner, sport-études, depuis le mini-tennis le but c'était d'aller jusqu'à Roland-Garros. Et vraiment, on s'est éclaté. Ça a été 10 ans de ma vie là-dessus. Donc,
mais qui est partie vraiment d'un rêve, d'une vision. Tu vois. Il y avait vraiment cette vision qui était là. Puis après, la vie m'a amené dans cette vision. La vie m'a amené à partir voyager. J'ai visité des académies, travaillé comme entraîneur et sparring partner dans des académies en Espagne, en Australie, en Écosse. Et si tu veux, dans ce chemin-là, ce qui m'a toujours drivé, ce qui m'a conduit, c'était ma vibration, quoi. Ce qui était là. Des fois, il y avait des peurs. Hein. Quand tu pars en Australie tout seul pour 6 mois, que tu parles pas trop bien la langue, quand tout d'un coup on te dit en Écosse, voilà, maintenant il faut que tu entraînes tous ces jeunes écossais de 12-13 ans, qu'ils ont un accent tiré au couteau, qui n'est pas la même culture. Et pour autant, je pense que toi, dans la vie, moi j'ai toujours cru qu'il y a une force de vie qui nous guide. Tu poses une intention liée à une passion, puis souvent derrière une passion, il y a le cœur. Hein, il y a le cœur, il y a quelque chose qui vibre. Et quand l'être humain est passionné, je pense qu'il peut faire que du bien. Toi, à travers ta passion, ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être de l'art, ça peut être monter une entreprise, ça peut être construire des voitures. Mais moi, ce qui me passionne, c'est d'aider les gens à trouver leur passion et d'y aller. Parce que c'est là qu'ils vont être le plus utiles pour la communauté ou pour le reste des humains, quoi. Mais à quel moment tu as décidé quand même de devenir coach ou formateur? Tu as commencé comment? Quand même quand j'ai créé l'académie de tennis, j'avais absolument envie d'avoir un entraîneur spécialisé dans la préparation mentale. D'accord. Donc j'avais engagé un sophrologue et en fait quelques jours avant l'ouverture de l'académie, il a renoncé au contrat parce que, voilà, il avait une autre opportunité, mais du coup il y avait des enfants inscrits dans ses cours de préparation mentale. Du coup j'ai dit j'y vais, je vais les faire moi. Donc j'ai fait les 3 premiers mois, hein, c'était avril, mai, juin. Et puis durant l'été, je me souviens, j'étais en vacances en Croatie, je lisais un article sur du coaching mental et là tout d'un coup je vois formation, préparation mentale, d'ailleurs tout près de chez toi, hein, c'était vers Uzès. Donc, voilà. Et je me suis inscrit et quand je suis arrivé là j'ai dit mais c'est ça, c'est ce que je fais, ça existe. Et dedans il y avait un peu de PNL, un peu de coaching, un peu de sophro, un peu des techniques de respiration, il y a plein de choses. J'ai bien aimé le courant en PNL, je suis revenu sur Genève, j'ai commencé ma formation en PNL. Et puis là, voilà, des rencontres de formateurs, notamment un formateur à un examen qui m'a dit mais tu sais que tu peux faire ça au-delà de joueur de tennis. Je dis ah ouais, ça se fait dans l'entreprise, ça se fait. Ah ouais, tout d'un coup ça m'a ouvert les portes sur des choses qui existaient. Et je me souviens sur mon évaluation écrite là, de formation de PNL, le formateur m'avait écrit mais born to be coach. Et quand il a écrit ça, la réponse c'était en même temps j'étais content, puis en même temps j'ai dit mais oui c'est vrai, en fait déjà dans mon histoire de vie, déjà tout petit, j'étais presque coach dans mon histoire de famille, quoi. Avec mes copains dans le préau d'école. C'est quelque chose qui était là. Puis j'ai dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Parce que finalement, au-delà du sport, toi, pour moi, le sport, ce que j'aime souvent dire, hein, et on parlera après du bouquin là, que j'ai écrit, c'est de dire qu'on est tous le sportif ou l'athlète de sa vie, quoi. Et finalement, que ce soit du tennis, de la pétanque ou monter un restaurant, moi, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est d'aller au bout de ce qui te passionne. Et le sport, c'est juste une métaphore de qui on est. Donc finalement, j'ai pu me dire, oui, le tennis, c'est une chose, mais si j'accompagne des gens qui ont d'autres projets, ça va aussi. Et du coup, j'ai commencé à accompagner d'autres personnes, et ça se passait super bien. Moi, j'étais passionné. Pour moi, quand tu mets de l'humain et un humain qui cherche à atteindre une performance, c'est ce que j'adore. Alors, tu as parlé de la PNL. Oui. Parce que tu t'es spécialisé dans la PNL. Est-ce que tu peux en dire 2 mots et puis surtout cette 3e génération de PNL dont tu m'as parlé l'autre jour? Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Hein. En anglais, on dit Neuro-Linguistic Programming. Et ça vient de la modélisation de l'excellence. Il y a 2 personnes aux États-Unis dans les années 70, là, Richard Bandler, John Grinder, qui se sont intéressés à modéliser notamment des thérapeutes d'exception au départ et à se rendre compte comment finalement ces thérapeutes font pour obtenir les résultats qu'ils ont. Ils ont étendu ça après à plein d'autres domaines, la musique, le sport, l'entreprise. Et finalement, voilà, moi dans mon parcours, je me suis rendu compte que ce que j'aime dans la PNL, c'est que ça vient vraiment d'une modélisation de ce que les humains font. Et si je suis un humain, que toi tu es un humain, que quelqu'un d'autre est un humain, à partir du moment où on a les modèles et que tu suis le modèle, tu peux arriver au même résultat. Donc il y a quelque chose vraiment qui m'a dit waouh, c'est top, quoi. Et dans mon parcours, voilà, on m'a proposé de dire une fois, tiens, tu n'aurais pas envie aussi de transmettre, d'enseigner. Donc voilà, depuis quelques années, j'enseigne la PNL, je trouve qu'il y a une super porte de rentrée pour les gens, qu'il y a un bon mélange entre quelque chose de très pragmatique,
avec des outils finalement efficaces, simples, et en même temps qui peut te pousser dans ton voyage intérieur, hein, même pour ceux qui sont intéressés sur le côté spirituel, très très loin. Donc c'est un bon mix entre quelque chose de relié à quelque chose de plus grand que soi et en même temps d'assez terre à terre. C'est exactement pour cette raison-là aussi que moi j'ai été à l'époque attiré par la PNL. Ouais. Et la PNL, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est quelque chose de vivant. Hein. Tu as parlé de 3e génération PNL, donc il y a eu tout le travail de Bandler et Grinder et de tous leurs étudiants, parce que finalement il n'y avait pas que les deux dans les années 70. Et puis aujourd'hui, toi, on parle de PNL de 3e, voire de 4e génération. Donc Robert Dills, qui n'était pas au tout départ, mais presque, a énormément contribué avec beaucoup de modèles. Là, notamment, tout ce qu'il amène depuis 5-10 ans, c'est tous des modèles au niveau de l'entrepreneuriat, notamment son modèle qui s'appelle Success Factor Modeling, qui a quelque part accompagné des entrepreneurs du 21e siècle. Et au centre de ce modèle, on retrouve la passion. Une des choses qu'il a modélisées chez des gens, notamment, alors lui, il vient de la Silicon Valley, en Californie, mais ce qu'il retrouve au centre de ces entrepreneurs à succès, le point numéro 1, c'est la passion. Si tu n'as pas de passion, comme entrepreneur, quand ça va être dur, quand tu vas faire des heures et des heures, là, tu risques d'abandonner. Donc au centre, il y a la passion. Et puis le deuxième élément qu'il y a aussi dans son modèle, qu'on retrouve chez les entrepreneurs, c'est d'être capable d'exprimer une vision. Une vision, c'est quel est le monde auquel je veux appartenir? Qu'est-ce que je vois qui part de ma passion et que j'ai envie de contribuer? La contribution, donc comme il en parle, lui, c'est la mission. C'est quoi ma mission? Quelle est ma contribution pour aller vers cette vision? Puis après, bien évidemment, un entrepreneur pour réussir, il a besoin de faire rentrer aussi quelques deniers dans la tirelire. Donc il y a aussi toute la question de l'ambition. Quelle est mon ambition? Quelle est la taille de mon entreprise? Qu'est-ce que je veux gagner? Avec qui je veux être partenaire? Quels sont les investisseurs que je peux trouver? Donc c'est dans cette PNL de 3e génération, si au départ on était beaucoup dans plus l'aspect thérapeutique, là on est vraiment dans l'aspect cette fois entrepreneurial. Et il y a des collègues enseignants, je sais que par exemple prochainement il y a des gens qui vont partir en Asie et leur idée c'est de modéliser des maîtres spirituels, de comment finalement on accède à cet état source, à quelque chose qu'on vit peut-être en méditation. Donc la PNL elle veut partir vraiment dans beaucoup de champs, et ce qui est au centre c'est toujours la modélisation. Fantastique. Voilà. Et puis alors il y a ton livre. Hein? Oui. Alors, Beat the Lose. Tu as parlé tout à l'heure, métaphore avec le sport, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a ouvert. Alors je ne suis pas une sportive justement, comme quoi, et justement j'ai dit tiens, voilà, c'est une belle métaphore quand même. Et cette notion de préparation mentale dont on parle dans le sport, finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup d'analogies avec la vie. Ouais, la vie professionnelle, la vie personnelle. Alors, effectivement, le livre, c'était l'idée de comment je peux contribuer. Donc, je contribue de différentes façons par rapport à la vision que j'ai du monde ou ma mission, à travers des enseignements, des formations, du coaching. Et j'avais envie d'écrire un livre qui soit facile à lire et qui soit semé quelques graines. J'ai choisi un titre un peu violent. Et en fait, j'ai vraiment choisi ce titre parce que je pense qu'une de mes parties de ce que je peux vraiment, à quelque part, faire bien, c'est que vu que je connais très bien le monde du sport, pour l'avoir vécu dans mes cellules, et dans le monde du sport, on parle souvent de vainqueurs et de perdants. Et de perdants, loser en anglais. Donc l'idée, c'était de trouver un titre un peu violent, un peu provoquant. Derrière, on pourrait dire que quand tu veux battre le perdant, des fois, c'est pas la meilleure idée pour gagner. Des fois, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on découvre des fois dans la lecture du livre, c'est plutôt d'embrasser cette partie de nous, notre ombre, ce qui nous fait peur. Donc, on pourrait dire presque embrace the loser, embrasse-le, accueille tes peurs, accueille tes croyances limitantes, accueille tes faiblesses. Et quand tu les accueilles et que tu peux presque danser avec, c'est là que des fois, les choses se transforment. Donc, on pourrait dire des fois c'est presque beat the loser, embrace the champion. C'est aussi oser embrasser le champion. C'est peut-être le prochain livre. Donc voilà, et je pars du sport, mais comme alors tu l'as dit. C'est pas un livre technique du tout, c'est pas un livre du tout qui s'adresse aux sportifs. J'allais dire presque pas au contraire, mais plutôt à des gens les sportifs ça leur parlera plus facilement, mais pour d'autres, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans cette idée justement d'accepter ses limites, de les embrasser comme tu dis. Voilà, il y a plein de passages que j'ai trouvé intéressants, donc c'est pas du tout, c'est vrai que c'est facile à lire, que c'est pas du tout technique et que
voilà, cette analogie, enfin, moi il y a encore des phrases comme ça, tu vois, qui reviennent, donc voilà, évidemment, bite de loose. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a, à quel moment, parce que c'est ça, tu vois, il y a toutes ces idées qu'on peut avoir, et à quel moment tu t'es dit, parce que tu es pas écrivain. Non, du tout. Et d'ailleurs, je dirais pas que c'est ma plus grande force, hein, donc c'est... Non, c'est à quel moment tu parles de transmission, mais tu dis, mais c'est une démarche encore, tu es sorti de ta zone de confort. Ouais, je dirais qu'il y a eu deux moments. Je pense qu'il y a un moment de nouveau très jeune, chez Amphora. Amphora, c'est la maison qui m'a édité. D'accord. Donc Amphora, ils publient plein de choses par rapport à la préparation sportive. Et du coup, quand j'avais 14-17 ans que je jouais au tennis, je pense que j'ai dû lire tous les livres Amphora. Et je sais qu'à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, un jour, j'aurai un livre chez Amphora. Tu as de nouveau cette idée de planter une graine. Ouais, et quand tu plantes des graines, l'intention, avec les jours, les semaines, les mois, les années, à un moment donné, l'intention se réalise. Et puis après, il y a eu un moment donné où, quand je gérais cette académie de tennis que j'avais créée, et j'avais déjà mon institut aussi de formation coaching, j'avais envie d'aligner un peu ma stratégie de communication. Et du coup, j'ai bossé avec une boîte de communication, avec une femme et son collègue, un homme, et je leur expliquais ce que je faisais. Et eux, à un moment donné, disaient, mais tiens, dans tout ce que tu fais quelque chose qui est au-delà de la PNL et du coaching, tu as tes propres mots, tu as ton propre langage. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de poser ça par écrit, quoi? Et du coup, c'est revenu, oui, ça paraît une bonne idée. Alors après, entre le oui et puis y aller, j'ai rencontré quelques losers sur le chemin. Hein. Entre le moment où il y a cette idée et le moment où je le publie, il y a eu 3 ans qui sont passés. Ouais. Et je dirais que les 80% du projet, c'est ce que je vois aussi avec les gens que j'accompagne. Donc 80% du livre, ça s'est fait relativement facilement. C'était fixer des moments d'écriture et passer des demi-journées à écrire. Et puis il me restait 20%. Et les 20 derniers pourcents, c'est là que tu rencontres toutes tes peurs. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens quand ils vont lire? Non, c'est nul ce que j'ai écrit, je renonce. De toute façon, je ne suis pas écrivain, c'est une catastrophe. Et je vois ça avec les clients. Est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce qu'on va penser de mon père, ma mère, les copains, les gens que j'ai eu en formation? Ils vont dire, mais qui est lui pour oser écrire un livre? Donc ces fameux 20% qu'on retrouve dans tous les projets, hein, ça peut être monter votre boîte, ça peut être acheter une voiture, ça peut être n'importe quoi. Ce dernier centimètre, il m'a pris 2 ans. Je me souviens, un moment phare, j'avais écrit les 80%, et on était fin mai, et puis l'été, j'avais une sorte de fenêtre d'une semaine qui était ouverte, où j'avais rien, pas mes enfants, ma femme travaillait, et j'ai dit, je vais aller me mettre dans un bel endroit à la montagne. J'avais un peu ce mythe de l'écrivain qui va à la montagne, qui écrit son truc. Donc je suis parti, je me suis fait une super semaine, un chouette hôtel. Et le but c'était de finir et j'ai écrit 0 ligne. Il n'y a rien qui venait. Bon, j'ai fait des belles rencontres, c'était super. Mais là vraiment ça m'a travaillé intérieurement. Et puis voilà, quelques mois après j'ai réussi à m'y remettre. Et puis quelque chose qui s'était débloqué. Et je dirais qu'une des choses que j'arrive bien à faire, moi, c'est à finir ce que je dis que je vais faire, quoi. Voilà. Et peut-être s'il y avait un conseil à donner à toute ton équipe, c'est vraiment d'oublier la notion d'échec, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Ce livre, je crois que, alors j'en ai pas vendu des millions, hein, je ne pourrais pas dire que c'est un best-seller pour l'instant, mais je crois qu'Amphora disait qu'il y en a. C'est pas le but. C'est pas le but, mais il y en a entre 1500 et 2000 qui se sont écrits. Et puis il y a autant des gens qui ont adoré que des gens qui n'ont pas du tout aimé. Et si tu veux, quels que soient les projets, quoi que ce soit qu'on fasse, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et du coup, c'est d'aller au cœur de votre passion et puis de ne pas tenir compte de qu'est-ce qu'est un échec, qu'est-ce que le regard des autres, qu'est-ce que les gens vont en penser. Si vous le faites avec le cœur, à un moment donné, ça va semer des graines autour de vous à des gens qui vont apprécier ce que vous faites, quoi. Alors justement, bel enchaînement. Qu'est-ce que tu dirais donc au-delà de cette notion d'échec, ça c'est hyper important, je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dirais justement pour donner un coup de boost à des jeunes comme ça qui veulent vivre de leur passion, qui ont des idées, des projets et qui n'osent pas se lancer et qui voudraient prendre l'envol vers la vie dont ils rêvent et qu'ils méritent. Ouais. C'est rigolo quand tu me poses cette question, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais maintenant, attention, peut-être que je vais vous choquer, mais ce qui me vient, c'est de vous dire qu'un jour vous serez mort, quoi. Et que vivre, c'est de considérer qu'on est là pour un moment donné, quoi. On est là pour quelques années, espérons quelques dizaines d'années ou plus, mais qu'à un moment donné, la vie dans ce corps-là, elle s'arrête, quoi. Et c'est vraiment de vous poser la question, tiens, même si j'étais au moment de mon dernier souffle, quoi,
qu'est-ce que j'aimerais avoir laissé, quoi. Quelle est finalement, s'il y a une chose que je veux avoir laissée, qu'est-ce que c'est, quoi. Et par rapport à cette chose-là, hein, souvent c'est quelque chose qui vient du cœur. Hein. Quand on a l'occasion de discuter, moi, j'ai eu plusieurs fois des amis qui sont décédés de maladie, avec qui j'ai pu passer du temps dans leur dernière journée, quoi. Ben, on se rend compte qu'à un moment donné, les masques, ils s'enlèvent, quoi. Les masques, les peurs, elles s'enlèvent, puis qu'on va dans cet espace du cœur. Et dans cet espace du cœur, on retrouve finalement notre énergie de vie qu'on a d'unique. Donc c'est vraiment d'aller connecter cette énergie de vie, puis on retrouve le premier mot dont on a parlé aujourd'hui ensemble, la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Et la passion, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on n'est pas là pour nous enseigner la passion, on est là plutôt pour nous apprendre quelques règles, différentes choses, mais c'est de vous connecter à qu'est-ce qui vous passionne. Et après, c'est clair qu'entre ce qui vous passionne puis la réalisation de votre projet, il y a un chemin. Et peut-être ce serait la deuxième chose, c'est de prendre du plaisir dans le chemin. Prendre du plaisir à chaque étape du chemin. Comme là, aujourd'hui, on prend du plaisir. Mais on oui, est là. On va se retrouver, à échanger. Voilà. On nous aurait dit ça il y a quelques années. On aurait dit, ah ouais, puis là, on est pleinement vivant, juste dans cet instant. Ouais. Donc, c'est d'être vivant dans l'instant où vous êtes sur le chemin de votre passion, quoi. Écoute, merci très chaleureusement de cet échange. J'espère qu'il vous aura permis de tirer des leçons pour prendre l'envol vers la vie que vous méritez et dont vous rêvez. Et alors, Cap ou pas cap?